Imaginez-vous sur les pentes gelées d'une montagne enneigée. Le vent implacable hurle comme une bête, déchirant le tissu mince de votre abri et volant la maigre chaleur qu'il vous reste. L'air est extrêmement raréfié. Chaque souffle est une lutte, le vent arrache vos vêtements d'une poigne glacée. Le ciel au-dessus de vous est une étendue infinie de bleu profond, tandis qu'en dessous, un paysage vaste et puissant de neige et de roches s'étend à perte de vue. Votre cœur s'emballe alors que vous inspirez profondément l'air glacé, sentant le froid s'infiltrer jusqu'à vos os. Vous avancez encore et la montagne vous met de nouveau à l'épreuve. Voici le mont Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord. Avec un taux de mortalité d'environ 9 décès pour 100 ascensions réussies, le Denali détient un triste record. Non seulement c'est la plus haute montagne du pays de la liberté, mais c'est aussi la plus mortelle et à mesure que vous progressez, vous commencez à comprendre pourquoi. Impossible d'ignorer l'impression que cette montagne est vivante, qu'elle observe et attend la moindre erreur. Le sommet semble incroyablement lointain, enveloppé de nuages et de mystères. Mais vous avancez, poussé par le désir de conquérir ce sommet colossal, sachant pertinemment que chaque pas pourrait être le dernier. Venez avec nous à travers des blizzards implacables, des avalanches mortelles, des disparitions mystérieuses, des expéditions qui tournent mal et la pire catastrophe de l'histoire du Denali. Comme toujours, la discrétion du spectateur est recommandée. Les catastrophes ne touchent pas seulement les sommets des plus hautes montagnes. Heureusement, Aura, le sponsor de cet épisode, fait partie de notre équipe de recherche et de sauvetage. Vous vous êtes déjà cherché sur Google ? Si vous êtes comme moi, vous l'avez déjà fait et ce que vous découvrez est effrayant. Votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone et vos informations personnelles sont là, accessibles à absolument n'importe qui prêt à payer le bon prix. Vous avez sûrement déjà reçu des appels indésirables. C'est vraiment agaçant, d'où pensez-vous que vos informations proviennent ? D'Internet. C'est génial de vivre dans un monde incroyable où l'on peut trouver tout ce qu'on veut en quelques secondes, mais c'est aussi très déstabilisant. Les courtiers en données vendent vos informations à des escrocs, des spammers et à toute personne qui pourrait vouloir vous cibler. Votre nom, adresse email, adresse personnelle, dossiers médicaux et proches sont tous exposés. Parfois, même des entreprises de confiance exposent nos données, pas seulement les courtiers en données. Récemment, AT&T a révélé que plus de 73 millions de dossiers clients, qu'il s'agisse de clients actuels ou anciens, ont été divulgués sur le dark web. Ils conseillent d'utiliser des mots de passe forts, de surveiller leurs comptes et de considérer un gel ou une alerte à la fraude auprès des agences de crédit. C'est pourquoi j'utilise Aura. Aura me montre quels courtiers en données vendent mes informations et soumettent automatiquement des demandes de retrait pour moi. Nettoyer mes informations m'aide non seulement à réduire la quantité de spam que je reçois, mais cela me protège aussi des pirates qui pourraient utiliser ces informations pour accéder à mes comptes de réseaux sociaux, à mes comptes bancaires ou à d'autres informations sensibles. Eh bien, Aura fait tout ça pour moi. Et le meilleur dans tout ça, c'est que je n'ai pas besoin de télécharger plusieurs applications différentes simplement parce qu'une entreprise n'a pas su garder mes données en sécurité. Même si mes données avaient été compromises lors de la fuite de données d'AT&T, cela ne m'inquiéterait pas. Parce qu'Aura est toujours active et fait le travail difficile pour me protéger. Je ne rends pas ma famille ni moi vulnérable aux fuites de données. Et si vous ne le voulez pas non plus, vous pouvez aller sur https://aura.com extrême et essayer vos 2 premières semaines gratuitement. Le lien se trouve également ci-dessous dans la description. Supposons que vous soyez bloqué au sommet d'une montagne, en pleine tempête de neige, à 19 600 pieds. À une telle altitude, chaque respiration est un combat. La neige tourbillonne, obscurcissant le monde en dessous, tandis que le froid vous mord de partout. Mais la montagne n'a aucune pitié et la tempête qui vous entoure ne montre aucun signe d'accalmie. Dans ces conditions, que faites-vous ? C'était le cauchemar auquel Zulkifli Ben Youssouf a été confronté. Zulkifli était un alpiniste malaisien de 49 ans et il n'était pas étranger à l'aventure. Sa passion pour l'alpinisme l'avait mené à gravir certains des plus hauts sommets du monde. Gravir le Denali était un rêve, un défi qui mettrait ses limites à l'épreuve et le conduirait au sommet de l'Amérique du Nord. Dès le début de son ascension, il savait que le Denali différait des autres montagnes qu'il avait déjà gravies.
Culminant à 21 310 pieds, le Denali est bien connu pour sa météo extrême, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 75 degrés Fahrenheit et des vents pouvant dépasser les 150 miles à l'heure. La montagne, proche du cercle arctique, subit de forts contrastes météorologiques, ce qui en fait l'une des ascensions les plus froides et dangereuses au monde. Zulkifli devait le savoir et s'être bien préparé. Il appartenait à un groupe de 3 alpinistes entraînés intensivement pour l'expédition. Mais était-ce suffisant ? Le voyage avait bien commencé. L'ascension a commencé sans encombre, tout se déroulait comme prévu. Mais à mesure qu'il montait, le temps a commencé à changer. Les tempêtes du Denali sont célèbres pour leur férocité soudaine, et celle-ci ne faisait pas exception. Ce qui avait commencé comme une légère chute de neige s'est rapidement transformé en véritable tempête de neige, avec des vents atteignant des vitesses capables de renverser un homme. La visibilité est tombée à presque rien et la température a plongé bien en dessous de zéro. Le groupe a dû choisir, continuer ou trouver un abri en attendant la fin de la tempête. Connaissant les risques de continuer dans de telles conditions, ils ont pris la décision la plus sage et ont cherché un abri. À 19 600 pieds d'altitude, ils ont creusé une grotte de neige, espérant qu'elle les protégerait assez pour survivre à la tempête. Les grottes de neige sont une technique de survie courante en alpinisme, offrant une protection contre les températures glaciales extérieures. Même dans de bonnes conditions, elles restent inconfortables et, en cas de tempête, peuvent vite devenir mortelles. Pendant la tempête, la grotte censée les abriter devint une prison. Le froid s'infiltrait dans leurs os et l'air raréfié rendait chaque mouvement difficile. La nourriture et les provisions étaient que limitées, rendant la situation chaque jour plus désespérée. Zulkifli, qui avait été fort au début, commença à montrer des signes graves du mal des montagnes. Sa respiration devint difficile et ses forces s'amenuisèrent alors que l'hypoxie, les températures glaciales et l'épuisement faisaient des ravages. Le mal des montagnes, également connu sous le nom de mal aigu des montagnes, MAM, est un tueur silencieux sur les plus hauts sommets du monde. Il peut frapper même les alpinistes les plus expérimentés, provoquant des symptômes allant des maux de tête et des nausées à des œdèmes pulmonaires et cérébraux potentiellement mortels, c'est-à-dire une accumulation de liquide dans les poumons. Pour Zulkifli, les symptômes étaient de graves et sans descente immédiate ou intervention médicale, ses chances de survie étaient d'un mince. Et par-dessus tout, la tempête rendait la descente impossible et le groupe était piégé à la merci de la montagne. Les jours passaient sans soulagement. La tempête ne montrait aucun signe d'accalmie et la situation du groupe devenait de plus en plus terrifiante d'heure en heure. Ils savaient qu'un sauvetage était improbable tant que la tempête durait et même si le temps s'améliorait, l'aide risquait d'arriver trop tard. L'état de Zulkifli s'aggrava. Le froid, l'altitude et l'isolement ont eu des conséquences mortelles. Son corps, déjà affaibli par les conditions difficiles, a commencé à lâcher. Le jour où la tempête s'est enfin calmée, une équipe de secours a été envoyée à leur position. À leur arrivée à la grotte de neige, il était déjà trop tard. Zulkifli Ben Youssouf s'était soumis aux forces brutales de la montagne, sa vie ayant été emportée par l'aventure même qu'il avait poursuivie avec tant de passion. Sa mort fut un rappel brutal de la puissance mortelle du Denali, une montagne qui exige le respect et qui prend la vie même des alpinistes les mieux préparés. Le corps de Zulkifli a finalement été retrouvé et descendu de la montagne, mais la douleur de sa perte a profondément touché ceux qui le connaissaient. Mais c'était le risque lié à l'ascension du Denali. Une montagne où la moindre erreur est fatale et où la nature peut dominer les plus déterminés. Pour Zulkifli Ben Youssouf, le Denali s'est avéré être un défi insurmontable, une dernière ascension fatidique qui s'est terminée dans l'étreinte glaciale de la montagne. Mais Zulkifli Ben Youssouf n'a pas été le premier à succomber aux conditions impitoyables du Denali. Plus d'un demi-siècle plus tôt, une autre tragédie s'est produite qui resterait à jamais gravée dans l'histoire sombre de la montagne. Alors que la situation empire, revenons en arrière jusqu'en 1979. Une équipe d'alpinistes sud-coréens, animés par l'ambition et le désir de rendre leur pays fier, a choisi le défi le plus difficile qu'ils pouvaient imaginer, atteindre le sommet du mont Denali, connu à l'époque sous le nom de mont McKinley. Le sommet de 20 310 pieds était leur objectif. Cette montagne, avec sa météo capricieuse et son terrain dangereux, a mis à l'épreuve même les alpinistes les plus expérimentés.
Ce qui commence comme une quête de gloire peut s'achever par une victoire ou se transformer rapidement en une lutte désespérée pour la survie. Les enjeux étaient élevés, mais l'équipe était dirigée par Kho Sang-don, un homme déterminé, le premier Coréen à avoir atteint le sommet du mont Everest. L'équipe était prête à affronter tout ce que la montagne leur réservait. Plein d'espoir et de détermination, l'équipe sud-coréenne est arrivée en Alaska en mai 1979. Leur plan était ambitieux, ou devrais-je dire, naïf. Ils visèrent le sommet du Denali par la voie West Rib, une voie difficile rarement tentée, et comptaient partir tôt dans la saison lorsque les conditions étaient les plus imprévisibles. Cette voie est réputée pour ses pentes raides, sa glace dangereuse et la menace constante des avalanches. L'équipe se croyait bien préparée, dotée du matériel le plus récent et portée par la fierté nationale. L'équipe était composée d'alpinistes expérimentés, dont Park Hoon-kyu, Chu Young, Kho Sang-don, Lee Il-kyo, Harry Marinakis. Ils ne laissèrent rien au hasard. Ici, vous pouvez même voir l'équipe, emmitouflée dans des équipements robustes, leur visage à peine visible derrière des lunettes et des masques couverts de givre. L'ascension était éprouvante, l'équipe luttant contre des vents violents, des températures glaciales et l'air raréfié des hautes altitudes. Mais ils ont continué leur morale portée par la pensée d'atteindre le sommet. Et je comprends. Imaginez-vous entreprendre le voyage d'une vie, une mission non seulement pour conquérir le plus haut sommet d'Amérique du Nord, mais aussi pour apporter honneur et reconnaissance à votre pays. Au fur et à mesure que l'expédition avançait, les alpinistes rencontrèrent les défis auxquels ils s'attendaient, comme la météo imprévisible, les ascensions éprouvantes et l'air raréfié et pauvre en oxygène qui faisait de chaque pas une épreuve d'endurance. Pourtant, l'équipe a continué d'avancer, le moral au beau, fixe à mesure qu'ils se rapprochèrent du sommet. En s'approchant du sommet, la montagne révéla sa vraie nature impitoyable. Le 29 mai 1979, après des semaines d'escalade acharnée, Kho Sang-don, Lee Il-kyo et Park Hoon-kyu ont finalement atteint le sommet du Denali. C'était un triomphe, preuve de leur compétence et de leur détermination. Ils l'avaient fait. Ils avaient atteint le point culminant de l'Amérique du Nord, un exploit que peu de personnes avaient accompli. Mais la montagne n'en avait pas fini avec eux. Alors qu'ils entamaient leur descente, le temps, qui avait été relativement froid et glacial, s'est brusquement aggravé. Des vents violents et une chute rapide des températures ont rendu la descente cauchemardesque. L'équipe a été surprise par une tempête brutale et les conditions sont vite devenues insupportables. Les 3 alpinistes étaient épuisés, leur corps affaibli par l'ascension et le froid intense. Chaque pas pour descendre la montagne était une lutte et l'environnement hostile transforma vite leur triomphe en lutte pour survivre. Tragiquement, pendant la descente, les conditions extrêmes ont eu raison de Kho Sang-don et Lee Il-kyo. La combinaison du froid extrême, de la fatigue et de l'altitude a eu des conséquences fatales. Lee Il-kyo est tombé dans une crevasse, un danger courant mais mortel sur le Denali et n'a pas pu s'en remettre. Kho Sang-don, malgré son expérience et sa force, a lui aussi succombé aux conditions difficiles. Son corps a été retrouvé plus tard, rappelant la puissance mortelle de la montagne. Park Hoon-kyu, le seul survivant de l'équipe du sommet, a été retrouvé gravement atteint par des engelures et en état de choc. Le traumatisme de la perte de ses coéquipiers et l'épuisement de la descente l'ont laissé presque incapable de continuer. Les opérations de sauvetage ont été lancées immédiatement dès qu'il est devenu évident que quelque chose avait très mal tourné. Un hélicoptère a été dépêché sur la montagne et les sauveteurs ont bravé des conditions dangereuses pour atteindre Park. Il a été évacué vers un hôpital où il a reçu des soins pour ses blessures, y compris des engelures graves qui ont entraîné la perte de plusieurs orteils. La tragédie de l'expédition coréenne sur le mont McKinley en 1979 a été une perte profonde, non seulement pour les familles des alpinistes, mais aussi pour toute la communauté de l'alpinisme. L'expédition avait été un symbole de la montée en puissance de la Corée du Sud dans le monde de l'alpinisme en haute altitude, et la perte de Kho Sang-don et Lee Il-kyo a été un coup dévastateur. Pour la Corée du Sud, cette tragédie a rappelé les risques liés à la quête de grandeur sur les plus hauts sommets du monde. Dans la foulée, l'histoire de l'expédition coréenne a servi de rappel saisissant des dangers auxquels les alpinistes sont confrontés sur le Denali. Le temps sur la montagne est notoirement imprévisible, et même les alpinistes les plus expérimentés peuvent être pris au dépourvu par ces changements soudains.
La perte de Koh Sangdon et Lee Il-kyo a également mis en lumière les exigences physiques extrêmes de l'alpinisme en haute altitude, où même de petites erreurs peuvent avoir des conséquences fatales. Cette équipe ne serait pas la seule à être punie par le Denali en tentant de battre un record. Des années plus tard, un autre aventurier oserait défier la puissance de la montagne. Cette histoire demeure l'un des plus grands mystères de l'alpinisme. Imaginez-vous debout aux confins d'une étendue sauvage inexplorée. Vous êtes seul, à des kilomètres de tout signe de civilisation poussé par une détermination que peu de gens possèdent. C'était la vie de Naomi Uemura, un homme qui passait ses journées à repousser les limites de l'endurance humaine et à explorer les endroits les plus reculés et dangereux de la planète. Née en 1941 au Japon, Naomi Uemura était une légende, même parmi les aventuriers. Son aventure dans le monde de l'exploration a commencé à l'université, où il a rejoint le club alpin de l'université Meiji. Malgré des débuts difficiles, l'esprit de compétition de Naomi lui a permis de progresser vite. Il s'est investi dans l'entraînement, passant des mois à perfectionner ses compétences dans les montagnes du Japon. Ses premières expériences ont éveillé en lui une passion pour l'alpinisme, qui le mènerait à relever certains des plus grands défis du monde. À seulement 25 ans, Naomi avait déjà accompli des exploits qui rendraient n'importe quel aventurier envieux. Il est devenu la première personne à gravir en solo le Mont Blanc, le Kilimandjaro et la Concagua. En 1970, il avait atteint le sommet de l'Everest dans le cadre d'une expédition japonaise. Cependant, ce sont ses exploits en solo qui l'ont vraiment distingué. En août 1970, Naomi a marqué l'histoire en devenant la première personne à réussir l'ascension en solo du Denali, le plus haut sommet d'Amérique du Nord, également connu sous le nom de Mont McKinley. Sa rapidité et sa détermination lors de cette ascension, atteignant le sommet en seulement 8 jours avec un sac léger, ont consolidé sa réputation comme l'un des plus grands alpinistes du monde. Mais les ambitions de Naomi allaient au-delà de l'alpinisme. Il était fasciné par les régions polaires, où il a entrepris certaines des expéditions les plus difficiles jamais réalisées. En 1978, il est devenu la première personne à atteindre le pôle Nord en solitaire, survivant 57 jours dans l'un des environnements les plus hostiles de la planète. Son voyage fut dangereux, marqué par une rencontre terrifiante avec un ours polaire et le fait d'être coincé sur une banquise qui s'effondrait. Pourtant, Naomi a persévéré, poussé par un désir inébranlable de repousser ses limites et d'accomplir l'impossible. Après son expédition au pôle Nord, Naomi s'est de nouveau intéressée au Denali, cette fois avec un nouvel objectif. Réaliser une ascension hivernale en solo. L'idée de gravir le Denali en hiver était intimidante. Personne n'avait réussi une ascension en solo à cette période de l'année. Les conditions sur le Denali en hiver sont extrêmes, avec des températures descendant jusqu'à moins 50 degrés Fahrenheit et des vents pouvant atteindre la force d'un ouragan. Les glaciers de la montagne sont parsemés de crevasses, cachés sous des couches de neige, rendant le voyage encore plus dangereux. Malgré ces dangers, Naomi n'a pas été découragé. Il a minutieusement planifié son ascension, optant pour une approche légère qui lui avait bien servi par le passé. Il n'a emporté que l'essentiel, un sac de 18 kg, une luge et un dispositif d'autosauvetage fabriqué à partir de bâtons de bambou qu'il attachait en travers de ses épaules. Ces bâtons étaient conçus pour franchir toute crevasse dans laquelle il pourrait tomber, lui permettant ainsi de s'en extraire par ses propres moyens. Naomi a préféré dormir dans des grottes de neige plutôt que d'emporter une tente, allégeant ainsi sa charge. Sa stratégie était risquée, mais Naomi avait confiance en ses capacités et son expérience. Il a commencé son ascension au début du mois de février 1984 et le 12 février, il a atteint le sommet du Denali, devenant ainsi la première personne à réaliser cet exploit en solo en hiver. C'était un exploit monumental, un témoignage de l'habileté et de la détermination de Naomi. Mais la célébration fut de courte durée. Le 13 février, Naomi a transmis un message radio à des photographes japonais survolant la montagne, confirmant qu'il avait atteint le sommet et qu'il descendait à 18 000 pieds. C'était la dernière fois qu'on eut de ces nouvelles. Les jours suivants, l'inquiétude monta, Naomi restant absente du camp de base. Des avions furent envoyés, mais les vents violents et la mauvaise visibilité génèrent les recherches. Le 15 février, une brève apparition de ce qui semblait être Naomi fut signalée à 16 600 pieds, mais lorsque le temps s'est suffisamment éclairci pour permettre une recherche approfondie, il n'y avait aucune trace de lui.
La neige avait recouvert toute trace ou indice et les réserves de provisions laissées par d'autres alpinistes étaient restées intactes. Des équipes de secours ont finalement été déployées et le 26 février, elles ont trouvé une grotte de neige à 14 000 pieds où Naomi était restée pendant son ascension. À l'intérieur, ils ont découvert son journal intime qui offrait un aperçu bouleversant de ses derniers jours. Naomi a décrit les conditions extrêmes auxquelles il a été confronté, notamment des températures descendant jusqu'à moins 40 degrés Fahrenheit des chutes dans des crevasses et la lutte pour conserver ses forces. Malgré ces difficultés, ses écrits dans le journal étaient optimistes, remplis de chansons qu'il chantait pour garder le moral. Mais une des dernières entrées montrait l'impact du voyage sur lui. « J'aimerais dormir dans un sac de couchage chaud. Quoi qu'il arrive, je vais escalader le mont McKinley. » Le corps de Naomi reste introuvable. Les autorités pensent qu'il a pu tomber pendant sa descente ou succomber aux conditions extrêmes. Mais de nombreuses théories entourent sa disparition. Certains pensent qu'il est tombé dans une crevasse, d'autres qu'il a été enseveli par une avalanche. Ce qui est certain, c'est que Denali, avec toute sa beauté et son danger, a emporté l'un des plus grands aventuriers du monde. Comme nous l'avons vu à travers ces histoires tragiques, Denali est une montagne qui exige le respect. Mais qu'est-ce qui rend ce sommet aussi mortel ? Denali, bien qu'il ne soit pas le plus haut, est souvent considéré comme l'une des montagnes les plus dangereuses à escalader, et ce n'est pas sans raison. Les conditions météorologiques extrêmes de la montagne, les avalanches imprévisibles et le terrain dangereux se combinent pour créer un environnement mortel pour les alpinistes. La première menace pour les alpinistes, sur le Denali, est son climat extrême. Situé à l'intérieur de l'Alaska, le Denali est soumis à certaines des conditions météorologiques les plus rudes qu'on puisse imaginer. La latitude de la montagne joue un rôle important à cet égard, l'exposant à des masses d'air arctique froides qui descendent du nord. Même pendant la saison d'escalade, qui s'étend de mai à juillet, les températures peuvent chuter jusqu'à moins 50 degrés, surtout aux altitudes les plus élevées. Ces températures mettent de la vie en danger, car elles peuvent causer des engelures en quelques minutes et rendre les tâches simples très difficiles. Les alpinistes font souvent face à des vents pouvant atteindre la force d'un ouragan, transformant l'ascension en un véritable combat contre les éléments. La météo sur le Denali est notoirement imprévisible. Une journée claire peut vite devenir une tempête mortelle, avec visibilité nulle et forte accumulation de neige. Ces tempêtes peuvent durer plusieurs jours, laissant les alpinistes piégés dans leurs tentes, à court de provisions et luttant contre le froid. Bien que Denali soit plus bas que les plus hauts sommets du monde, son altitude est plus redoutable qu'elle n'en a l'air. La position nordique de la montagne signifie que l'air y est plus rare qu'à des altitudes équivalentes dans d'autres parties du monde. Les alpinistes décrivent souvent l'expérience comme s'ils étaient bien plus hauts qu'en réalité, ce qui rend l'ascension particulièrement épuisante. L'acclimatation est essentielle et les alpinistes doivent passer des jours, voire des semaines, dans des camps intermédiaires pour permettre à leur corps de s'adapter au manque d'oxygène. Le mal aigu des montagnes est une menace constante, avec des symptômes allant des maux de tête et des nausées à des conditions potentiellement mortelles comme l'œdème pulmonaire de haute altitude, OPA, ou l'œdème cérébral de haute altitude, OSHA. Ces conditions peuvent apparaître soudainement et être mortelles sans traitement rapide. Le plus dur, c'est que les traitements sont très limités en montagne. Le terrain du Denali est un autre facteur qui le rend si dangereux. La montagne est fortement englacée, avec de vastes glaciers couvrant la majeure partie de sa surface. Ces glaciers sont couverts de crevasses, profondes fissures pouvant atteindre des centaines de pieds. Ces crevasses sont souvent cachées sous une fine couche de neige, les rendant presque invisibles jusqu'au dernier moment. Tomber dans une crevasse peut être mortel, et même si un alpiniste survit à la chute, en sortir peut s'avérer une tâche presque impossible. Les itinéraires du Denali ont des pentes glacées et raides, surtout l'éperon ouest, où les alpinistes utilisent des cordes fixes pour leur sécurité. Cependant, même avec ces précautions, l'ascension est incroyablement difficile, surtout par mauvais temps lorsque la glace devient glissante et dangereuse. Ce qui augmente le danger, c'est l'isolement du Denali. La montagne se trouve au cœur de la nature sauvage de l'Alaska, loin de toute grande ville ou hôpital. Cet isolement signifie qu'en cas d'urgence, les secours peuvent mettre des heures, voire des jours, à atteindre les alpinistes. Les hélicoptères servent souvent au secours, mais leur intervention dépend beaucoup de la météo.
Si les conditions sont mauvaises, souvent le cas, les sauveteurs peuvent ne pas atteindre les alpinistes bloqués à temps. Cet isolement signifie également que les alpinistes doivent être autonomes avec tout ce qu'ils emportent, que ce soit l'équipement ou les provisions dont ils pourraient avoir besoin pendant toute la durée de leur expédition. Les exigences physiques sont énormes. Les alpinistes portent généralement des sacs lourds, pesant entre 27 et 32 kg et tirent des traîneaux chargés de matériel, tout en naviguant sur un terrain difficile. La combinaison de l'effort physique, du froid extrême et de la haute altitude met à rude épreuve même les alpinistes les plus expérimentés. La combinaison mortelle du Denali avec son climat extrême, les défis de la haute altitude et un terrain dangereux a coûté la vie à de nombreuses personnes au fil des ans. Mais l'un des rappels les plus dévastateurs de la puissance de la montagne est peut-être survenu en 2012 lorsqu'un groupe d'alpinistes japonais a été confronté à ces dangers imprévisibles qui sont devenus une force écrasante et tragique à laquelle ils n'ont pas pu échapper. Pour ces alpinistes, la beauté du mont Denali n'a d'égal que son potentiel mortel. Pour les alpinistes japonais de la Fédération alpine des travailleurs de Miyagi, cette expédition devait témoigner de leur habileté et endurance. Attendez de voir comment ils ont découvert la face sombre de l'ascension du mont Denali aux premières heures du 14 juin 2012. L'expédition était composée de 5 alpinistes, Yoshiaki Kato, Masako Suda, Michiko Suzuki, Tamao Suzuki et Hitoshi Ogi, tous des alpinistes expérimentés de la préfecture de Miyagi, au Japon. Ils visaient le sommet du Denali par l'éperon ouest, la voie la plus populaire mais néanmoins dangereuse. Le groupe, aguerri tant en alpinisme qu'en travail d'équipe, avait minutieusement planifié l'ascension, comprenant parfaitement les risques que représentait le Denali. Dans les jours précédant la fatidique avalanche, l'équipe avait dû affronter des conditions difficiles. De fortes chutes de neige et des vents violents avaient freiné leur ascension, rendant le manteau neigeux dangereux. Malgré les difficultés, les alpinistes étaient déterminés, se rapprochant du sommet jour après jour. Mais la nature en avait décidé autrement. Le matin du 14 juin vers 2h00, le groupe descendait de leur campement d'altitude, traversant une zone connue sous le nom de Motorcycle Hill. Cette section de la voie de l'éperon ouest est tristement célèbre parmi les alpinistes pour sa pente raide et la tendance de la neige à s'y accumuler, ce qui augmente le risque d'avalanche. La neige était profonde et l'équipe avançait prudemment, tous encordés pour plus de sécurité. Mais dans l'obscurité et le froid, la catastrophe a frappé. Sans avertissement, la neige sous eux a cédé à cause de ces conditions instables. Une avalanche a dévalé la pente en rugissant, engloutissant les alpinistes en quelques secondes. La force de la coulée était si puissante que la corde reliant les alpinistes s'est rompue, les envoyant dévaler la montagne. 4 des alpinistes, Kato, Suda, Michiko et Tamao, ont été emportés dans une profonde crevasse. Leurs vies se sont probablement éteintes instantanément alors qu'ils étaient ensevelis sous des tonnes de neige et de glace. Incroyablement, Hitoshi Ogi, le membre le plus âgé de l'équipe, a survécu à la première coulée. Lui aussi a été entraîné dans la crevasse, mais par un coup de chance ou une volonté farouche, il a réussi à en sortir avec seulement des blessures mineures. La scène autour de lui était totalement dévastée. Ses coéquipiers étaient introuvables, perdus sous la neige. Seul et sous le choc, Ogi comprit que les chances de retrouver ses amis vivants étaient quasi nulles. Confronté à la dure réalité de la situation, Ogi entama une descente solitaire de la montagne, un périple qui allait lui prendre plus de 14 heures. Épuisé, blessé et accablé par la perte de son équipe, il continua d'avancer, poussé par la nécessité de signaler la tragédie et de survivre. Finalement, dans la soirée du 15 juin, il arriva au camp de base de Kahiltna à 2200 mètres d'altitude où il signala l'avalanche au service des parcs nationaux. La nouvelle de l'avalanche a choqué la communauté des alpinistes. Le Denali n'en était pas à sa première tragédie, mais la perte de 4 alpinistes expérimentés en un seul événement était sans précédent. Le service des parcs nationaux a lancé aussitôt une opération de recherche et sauvetage. Les Rangers ont mené des recherches aériennes du site de l'avalanche en hélicoptère, mais les conditions difficiles n'ont permis de repérer ni les alpinistes disparus, ni leur équipement depuis les airs. Les recherches se sont intensifiées durant les 2 jours suivants. Des rangers, des bénévoles et même un chien de recherche et de sauvetage ont été déployés pour inspecter le champ de débris sur Motorcycle Hill. Cependant, les équipes de recherche ont aussi été exposées à d'importants risques.
Les conditions d'avalanche étaient toujours présentes et la neige instable rendait l'opération extrêmement dangereuse. Le 16 juin, les recherches ont officiellement été interrompues. La décision a été prise après avoir trouvé l'extrémité rompue de la corde reliant les alpinistes, ainsi que de la neige et de la glace compactée dans la crevasse où Oji était tombé. Toute excavation supplémentaire a été jugée trop dangereuse et il a été supposé que les corps de Kato, Suda, Michiko et Tamao resteraient ensevelis dans la montagne. La tragédie de l'expédition japonaise de 2012 montre que même les alpinistes les plus expérimentés peuvent être pris au dépourvu par les forces imprévisibles de la montagne. Mais les dangers de la montagne ne sont pas réservés aux seuls grands groupes. Les alpinistes solitaires affrontent aussi de grands risques sur ces pentes glacées. C'est ce qu'a vécu Tetsuya Hagawara, un alpiniste chevronné de Sapporo, au Japon, qui s'est lancé seul à la conquête du sommet du Denali en mai 2024. Son voyage, censé être une démonstration de détermination et du triomphe de l'esprit humain, allait se terminer en tragédie. Hagawara, dans la quarantaine, n'était pas étranger au défi de l'alpinisme en haute altitude. Connu pour sa préparation méticuleuse et sa passion pour les ascensions en solo, il avait déjà conquis plusieurs sommets importants. Sa tentative d'atteindre le sommet du Denali, plus haut d'Amérique du Nord, constituait un autre défi ambitieux. La voie de l'éperon ouest du Denali, bien qu'étant le chemin le plus populaire vers le sommet, est loin d'être facile. Elle comprend des ascensions raides, des traversées glacées dangereuses et une météo imprévisible, pouvant toutes devenir mortelles soudainement. Hagawara a entamé son ascension début mai, restant en lien avec sa famille via un appareil de communication par satellite. Cet appareil lui permettait d'envoyer des mises à jour régulières, une bouée de sauvetage essentielle lors de ce voyage isolé. Au fur et à mesure de son ascension, Hagawara a atteint le camp situé à 17 200 pieds d'altitude, un point d'arrêt crucial avant la dernière étape vers le sommet du Denali qui culmine à 20 310 pieds. À partir de là, les alpinistes doivent franchir le tristement célèbre col du Denali, un passage étroit et périlleux qui a coûté la vie à de nombreuses personnes au fil des ans. Le 15 mai 2024, Hagawara a été aperçu par une autre équipe d'alpinistes, alors qu'il tentait de traverser du camp situé à 17 200 pieds vers le col du Denali à 18 200 pieds. Cette partie de la montagne est tristement célèbre pour ses conditions glacées et son terrain exposé, où un seul faux pas peut entraîner une chute catastrophique. Malheureusement, ce fut le destin de Hagawara. Le 16 mai, l'appareil de communication par satellite de Hagawara a cessé de bouger, indiquant que quelque chose avait très mal tourné. Des membres de la famille inquiets, n'ayant reçu aucune nouvelle, ont contacté les gardes du parc national de Denali le 19 mai. Les gardes du parc ont lancé une recherche mobilisant patrouilles au sol et reconnaissance aérienne pour retrouver Hagawara. Sa tente a été retrouvée vide au camp d'altitude et après une enquête plus approfondie, les gardes ont localisé sa position grâce aux données de son appareil satellite. Ils ont découvert que Hagawara était tombé de la traversée raide et glacée entre le camp d'altitude et le col Denali. Le 20 mai, les gardes ont aperçu son corps à environ 17 200 pieds juste en dessous de la traversée. La zone où Hagawara est tombé est l'une des parties les plus dangereuses du Denali, décrite par un porte-parole du parc comme étant extrêmement verglacée et difficile d'y trouver une prise, ce qui la rend particulièrement dangereuse pour les alpinistes solitaires. Cet incident tragique fait de Hagawara le 14e alpiniste à mourir d'une chute le long de cette section de la voie West Buttress depuis 1980. La mort de Hagawara illustre les risques extrêmes de l'alpinisme solo sur le Denali. Bien que l'attrait de la solitude et le défi personnel de grimper seul attirent de nombreux alpinistes à tenter de tels exploits, la réalité dit que les conditions du Denali peuvent devenir mortelles en un instant, surtout lorsqu'il n'y a personne pour aider en cas d'urgence. Le service des parcs nationaux déconseille fortement les ascensions en solo sur le Denali, exhortant les alpinistes à voyager en groupe afin de pouvoir s'entraider en cas d'accident ou de changement soudain de météo. Le Denali a coûté la vie à de nombreux alpinistes, mais il y a une catastrophe qui se distingue des autres. C'est une histoire où l'ambition s'est transformée en tragédie, lorsque la colère de la montagne s'est déchaînée d'une manière que peu auraient pu imaginer, menant à l'un des événements les plus catastrophiques de l'histoire de l'alpinisme en Amérique du Nord. La dernière histoire de notre épisode se déroule en juillet 1967 sur les pentes glacées du Denali où des ennuis se profilent à l'horizon. Le froid, déjà intense en temps normal, est devenu encore plus mordant et le vent rugit comme un train de marchandises.
Le sommet est à portée de main, mais la montagne, dans toute sa grandeur, a décidé de riposter. C'était la réalité terrifiante pour les 12 alpinistes de l'expédition Wilcox en juillet 1967, une ascension qui allait entrer dans l'histoire comme l'une des catastrophes les plus meurtrières ayant jamais frappé le Denali. Dirigée par Joe Wilcox, un étudiant de 3e cycle, âgé de 24 ans, l'expédition était composée de 12 alpinistes. Le groupe était un mélange de 2 équipes, l'une venant de la côte Est et l'autre de l'Alaska. La fusion des équipes n'était pas idéale, les membres venant d'horizons différents et ayant des niveaux d'expérience variés, mais ils se sont unis autour d'un objectif commun, gravir le Denali par la West Buttress, la même voie que de nombreux alpinistes ont emprunté avec succès. L'été 1967 semblait être le moment idéal pour tenter leur ascension, mais l'expédition allait bientôt se retrouver à la merci de l'arme la plus redoutable du Denali, sa météo. Dès le début, l'équipe a fait face à des défis. Les conditions notoirement imprévisibles du Denali rendaient chaque pas dangereux. Mais le 15 juillet 1967, 4 alpinistes du groupe avaient déjà atteint le sommet, profitant d'un ciel exceptionnellement dégagé et de conditions relativement calmes. Pour eux, l'expédition fut un succès. Ils se tenaient au sommet de l'Amérique du Nord, victorieux, l'esprit exalté alors qu'ils contemplaient l'immense étendue de glace et de neige. Mais la célébration fut de courte durée. Pour les 7 alpinistes encore en bas, la montagne leur réservait un tout autre destin. Alors que l'équipe se préparait pour sa dernière tentative vers le sommet, la météo se dégrada. Une tempête inattendue s'est abattue et le 18 juillet, ils se sont retrouvés pris dans ce qui sera plus tard décrit comme la pire tempête ayant jamais frappé le Denali. Des vents ont balayé la montagne à des vitesses terrifiantes, certaines estimations suggérant des rafales atteignant jusqu'à 480 km/h tandis qu'une neige aveuglante réduisait la visibilité à presque zéro. Pendant des jours, les alpinistes sont restés piégés dans leur camp à environ 5800 mètres d'altitude, incapables de bouger, incapables de descendre en sécurité. Ils ne pouvaient contacter personne pour demander de l'aide. Leur corps subissait le froid glacial, et leurs tentes et équipements étaient insuffisants contre la tempête. Même s'ils étaient des alpinistes expérimentés, rien n'aurait pu les préparer à cela. Désespéré, le groupe a tenté de creuser dans la neige pour se protéger du vent mordant. Mais la tempête, implacable dans sa fureur, ne montrait aucun signe d'accalmie. Les tentatives de sauvetage étaient impossibles en raison des conditions météorologiques extrêmes, et pour ceux qui attendaient à des altitudes plus basses, le sort des 7 alpinistes restait un mystère glaçant. La tempête a fait rage pendant des jours, isolant les alpinistes du reste du monde. Les tentatives de communication n'ont rencontré que des grésillements et le silence, la tempête noyant tout contact. Après une semaine de tempête, des équipes de secours ont été envoyées rechercher les alpinistes disparus. Ce qu'ils ont découvert était tout simplement dévastateur. Les corps des alpinistes ont été découverts éparpillés sur les pentes, gelés dans divers états de détresse. Certains étaient encore dans leurs tentes déchirées, d'autres semblaient avoir tenté de creuser des abris dans la neige avant de succomber au froid. D'autres étaient blottis les uns contre les autres, luttant contre le vent, ou serraient encore leurs piolets, comme s'ils tentèrent de se frayer un chemin vers la sécurité. Ils étaient tous morts de froid, et leurs corps étaient de conserver dans la glace, témoignage saisissant de la puissance de la tempête. Les 7 alpinistes qui ont péri dans la tempête étaient Jerry Clark, Steve Taylor, Dennis Luchterhand, Mark McLaughlin, Ansel Schiff, Hank Janes et John Russell. Leur mort fut la pire catastrophe d'alpinisme de l'histoire du Denali. La nouvelle de la tragédie a provoqué une onde de choc dans la communauté des alpinistes. Joe Wilcox, le chef de l'expédition, a survécu à l'épreuve et a fait l'objet d'un examen minutieux et a de vives critiques par la suite. Certains l'ont rendu responsable de la catastrophe, critiquant son leadership et les choix de l'équipe. Mais Wilcox et d'autres survivants ont souligné que la tempête était imprévue et qu'aucune planification n'aurait pu en atténuer les effets. De nombreux experts en alpinisme ont par la suite reconnu que l'intensité de la tempête dépassait tout ce qui aurait pu être prévu ou auquel on aurait pu survivre. Même des alpinistes chevronnés, dotés d'équipements et de technologies avancées, auraient eu du mal à endurer de telles conditions. Pour les 7 alpinistes, il s'agissait simplement d'être au mauvais endroit au mauvais moment. L'expédition Wilcox de 1967 reste l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire du Denali.
Cependant, nos histoires illustrent la frontière ténue entre triomphe et tragédie, courage et catastrophe sur cette montagne mortelle. À chaque pas sur les pentes dangereuses du Denali, les alpinistes doivent affronter les dangers de cette montagne. Sachant les risques, qu'est-ce qui, selon vous, pousse les gens à revenir sans cesse sur le terrain du Denali? J'aimerais beaucoup lire vos avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux et vivez avec courage.